remercie infiniment de me permettre de partager les résultats de cette enquête que nous avons conduite sur la société civile et son rapport aux politiques. Donc là, grosso modo, j'ai 20 minutes. C'est difficile de restituer une enquête comme ça en si peu de temps, mais je vous propose d'apporter quelques éléments d'introduction. Et puis, peut-être de façon arbitraire, je vais essayer de développer deux points que nous avons traités dans le cadre de l'enquête, c'est le pacte du pouvoir de vivre. Et ensuite, eh ben, on pourra parler d'une question, d'une tension récurrente entre compromis, radicalité, un enjeu démocratique qui se cache derrière tout ça. Après, si vous voulez, ben, dans le cadre de nos échanges, on pourra bien sûr élargir nos questions. Alors, curieusement, avant de commencer de parler de notre enquête, j'ai déjà un peu testé la restitution. Je vois qu'il est important de définir ce que l'on entend par la société civile. Et vous verrez, notre couverture de la revue, nous avons un hall de gare. Donc, on n'arrange pas les choses. On voit bien que la société civile est une notion difficile à cerner et c'est une notion polysémique et chargée. Vous le savez comme moi, hein, dans le cadre de ce webinaire, la société civile elle désigne tour à tour syndicats, associations, mutuelles. Elle renvoie à des domaines d'action divers, variés, l'écologie, le social, les droits humains, l'immigration. La société civile fait aussi référence à différents modes d'organisation. Il y a la société civile organisée dont on va parler ce matin. Et puis, on voit quand même depuis quelques années, à un moment quand même, qu'il y a une grande vitalité au niveau informel dans nos banlieues, mais aussi dans le milieu rural. On pense bien sûr au mouvement des Gilets jaunes, ou tout plus récemment, Bloquons tout. Voilà, donc pour nous, la société civile, d'une certaine façon, pour la caractériser, c'est ce troisième secteur entre l'État et le marché. Mais on sait bien que les frontières sont poreuses. Peut-être ce qui caractérise le mieux la société civile, c'est cette ambition de servir l'intérêt général. Donc les acteurs qui s'inscrivent dans cette dynamique sont souvent des organisations à but lucratif ou des organisations à but lucratif limité. On pense à l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est un préalable. Mais un préalable qui est intéressant, parce que j'ai envie de dire que dès maintenant, il y a une intrigue. Curieusement, la société civile, nous en tout cas de mener cette enquête, on avait une grande vitalité, mais ça reste un objet méconnu. Après, du point de vue des acteurs politiques, on voit bien que la société civile, en général, pour eux, ce sont les citoyens, citoyennes ou les associations. Donc ça reste un impensé dans une large mesure, voire un objet qui suscite des suspicions. C'est pour cette raison que donc la revue de projet a décidé, en partenariat avec le Pacte du pouvoir de vivre, de mener une enquête sur société civile et son rapport aux politiques. On l'a fait avec le Pacte du pouvoir de vivre parce que nous sommes membres, parce qu'on se connaît, parce qu'on y croit. Et puis on avait déjà eu un partenariat il y a quelques années, on avait fait un numéro sur le pouvoir de l'imagination. Donc concrètement, entre décembre 2024 et février, on a constitué une petite équipe de 5 personnes. Moi, j'ai piloté, mais il y avait deux sociologues, un spécialiste du monde associatif, un jeune chercheur. Nous avons conduit 30 entretiens anonymes à Paris comme en région, essentiellement auprès de gens qui appartiennent au pacte, mais pas uniquement. Notre volonté dans le cadre de cette enquête, c'était vraiment de partir du terrain. Comment on procède? Quelles sont les forces de la société civile organisée, ses limites, mais aussi ses dilemmes? Voilà. Et comme on a travaillé de façon étroite avec le pacte, on a surtout travaillé dans le domaine social, écologique et l'enjeu démocratique. Ensuite, à l'issue de cette série d'entretiens à Paris, à Lille, Lyon, Saint-Brieuc, Brest, c'est à peu près équilibré, province, enfin région Paris, on a construit notre sommaire sur la base des résultats autour de 4 entrées que vous pourrez découvrir. À chaque fois, chaque partie démarre par une analyse des résultats et ensuite on a fait appel à des universitaires, au président du CESE ou à d'autres expériences pour compléter nos propos. Donc notre première partie sur les tensions entre compromis et radicalité. On a une deuxième partie jusqu'où coopérer avec les partis politiques. Troisième partie qui nous semble important, ben, quels sont les ressorts d'une société civile organisée? Et à ce niveau, le Pacte du pouvoir de vivre est un collectif sans précédent qui nous donne à voir, à penser. Et quatrième partie, les conditions de l'efficacité. Donc, grosso modo, j'ai un quart d'heure. Je vous propose de faire un peu une restitution, quelques éléments majeurs sur le pacte du pouvoir de vivre. Et ensuite, si vous voulez, on reviendra sur la tension compromis radicalité. J'ai un marteau-piqueur à côté, j'espère que ça ne vous dérange pas. Non, ça va à peu près. Alors voilà, peut-être au préalable, on reviendra, mais la plupart quand même des acteurs que nous avons rencontrés ont présenté quand même un double défi.
une double difficulté. Non seulement les enjeux sont immenses, urgents et complexes, mais les obstacles à l'action se multiplient. Ça, c'est le contexte, les doubles défis. Donc, je vous propose de débuter par le pacte du pouvoir de vivre, un collectif sans précédent. Je vais décliner 3 points de façon un peu schématique parce qu'il faut aller vite. Je pense que c'est important, à plus forte raison dans le contexte d'aujourd'hui, de souligner les forces parce qu'il faut tenir. Dans un deuxième temps, les défis. Et après, je vais revenir plus précisément sur du concret, l'épisode des législatives anticipées de 2024, parce qu'on voit la dynamique qui est à l'œuvre, mais c'est intéressant aussi, on voit les difficultés rencontrées. Voilà, alors le pacte du pouvoir de vivre, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je suis désolé, je vais en dire de trop ou pas assez. Il faut se resituer, mars 2019, hein, voilà le contexte. C'est un climat politique agité aussi. D'une part, nous avons le mouvement des Gilets jaunes, et en face, donc, la réponse du gouvernement avec le grand débat national. C'est dans ce contexte qu'une 19 organisations, dont la CFDT, qui joue un rôle de leader, décident de s'unir pour faire entendre une autre voix. Et cette dynamique, initialement, donc, est portée par deux grandes figures, Laurent Berger, Nicolas Hulot. Maintenant, dans le cadre de nos entretiens, on a repéré un certain nombre d'éléments importants et positifs. La force de ce pacte, de cette coalition, je vous ai dit, en 2019, on compte 19 organisations, mais aujourd'hui, plus de 60 organisations dans cette galaxie du pacte du pouvoir de vivre, que je vais dire le PPV maintenant pour les initiés. Au niveau du pacte, il est difficile à cerner, mais on trouve parmi les plus grands acteurs dans le domaine social et écologique. La Mutualité française, plus de 80 000 salariés, la Fédération des centres sociaux, c'est 15 000 salariés, la Fédération des acteurs de la solidarité, l'Oxfam, des syndicats étudiants, le Secours catholique. Secours catholique, c'est près de 1000 salariés, 60 000 bénévoles, un maillage national. Donc, vous voyez, c'est gigantesque. C'est une véritable légitimité, un ancrage local. Et à la fois, dans le pacte, une expérience vraiment très rare, on trouve des petites associations comme Equitas à Lyon ou le CERAS qui est dit de la revue Projet, mais qui compte une dizaine de salariés à Saint-Denis. En tout cas, ça c'est un premier élément, la composition qui donc confère à ce collectif une véritable légitimité. Deuxième élément aussi, mais vous le connaissez, je vais aller très vite, c'est que dès le début, la volonté du pacte est de dépasser les clivages habituels entre le champ social et le champ écologique. Et il faut le dire qu'à l'époque, ça n'allait pas de soi. C'était même perçu comme deux champs concurrentiels. Le pacte a réalisé un travail dans la durée et ce travail se matérialise par des propositions. Avant chaque échéance électorale, le collectif est capable de se mettre autour d'une table et de formuler des propositions. Donc je dirais qu'il y a un travail interne, souvent discret, invisible, mais qui est essentiel parce que on apprend à se connaître et à trouver un langage commun et à produire du collectif. Autre élément positif, c'est enfin intéressant, c'est un mode de gouvernance collégiale. Le pacte relève, s'appuie sur une culture du consensus, un mode qui se veut horizontal. Le pacte existe depuis 6 ans. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de collectifs plus ou moins éphémères, mais le pacte a la volonté de s'inscrire dans la durée, dans le temps long et de s'enraciner localement. Et je terminerai en disant que la société civile, bon, elle joue son rôle, elle est souvent dans une posture critique, mais ici, en tout cas, au niveau du pacte, c'est pas uniquement un point de vue critique sur la situation, mais c'est aussi de proposer un projet de société. Les défis, j'irai aussi assez vite. L'union est réelle, comme dans tout collectif, c'est jamais acquis, ça reste fragile, enfin, ça demande un travail quasi quotidien. Après, comme dans tout collectif, le niveau d'implication des organisations est à géométrie variable. J'ai parlé d'expertise, mais aujourd'hui, finalement, l'expertise, c'est essentiel, mais pas suffisant. La question, c'est de se dire, mais comment on rend accessible cette expertise, comment on l'incarne, comment on la fait vivre, comment on secoue le cocotier. On a parlé d'une gouvernance collégiale, c'est important, mais forcément, c'est plus lourd, c'est moins réactif. Et je pense aussi une des difficultés du pacte, c'est ses moyens humains et financiers. Je prendrai un exemple, hein. Il y a 2 ans, le pacte a créé l'école du pacte du pouvoir de vivre qui s'adressait aux jeunes, une très belle dynamique, mais pour des raisons financières, la seconde promotion a malheureusement été suspendue. Je vous propose maintenant, comme le sujet de notre enquête, c'était dans quelle mesure les acteurs de la société civile parviennent à peser sur les acteurs politiques, de prendre un exemple. On a choisi
Il y a différents cycles politiques. On a choisi les échéances électorales. À chaque fois, le pacte cherche à interpeller les acteurs politiques sans se confondre avec le parti. Donc je rappelle, pour ceux et ceux qui ne savent pas, le positionnement, la valeur cardinale du pacte, c'est un engagement politique non partisan. Bon, ben, les municipales de 2020, le pacte a proposé une dizaine de mesures, présidentielle 2022, 90 mesures, et nous allons voir plus précisément l'épisode des législatives 2024, la dynamique à l'œuvre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que rapidement, le pacte décide de faire alliance avec l'AES. Quand on parle de la société civile, il y a beaucoup d'acronymes, la FAS, la FAGE, l'AES, etc. Je suis désolé. Mais donc, l'AES, certains d'entre vous, vous connaissez bien, c'est l'Alliance écologique et sociale qui existe depuis 2020. Initialement, c'est un collectif qui s'appelait Plus jamais ça et qui réunissait, ou qui réunit Greenpeace, Attac, Oxfam et la CGT initialement. C'est plus le cas maintenant. Donc, le pacte et l'AES se mettent ensemble et élaborent en l'espace de 3 semaines 16 propositions. C'est intéressant parce que Christophe est là, donc si je fais des erreurs, il va me corriger. Alors, donc certaines de ces propositions sont reprises ou discutées, mais c'est vrai que dans le cadre de nos entretiens avec des membres du pacte ou à l'extérieur, des observateurs, on a vu que dans ce type de temporalité, la plupart, malgré tout, des propositions étaient ignorées ou que l'influence du pacte et de l'AES était plus ou moins marginale. Cependant, beaucoup de personnes reconnaissent que le pacte et l'AES ont largement contribué avec d'autres à éviter le pire, et c'est perçu de cette façon par les acteurs concernés. Là, je propose à présent parce que c'est l'intérêt d'une enquête anonyme, de voir un peu les difficultés peut-être rencontrées en interne ou comment peser sur les acteurs politiques, comment ça se passe concrètement dans les coulisses. On voit bien que donc un bilan en demi-teinte. Donc, quand on en parle avec les piliers là, du pacte, on voit bien que dans le contexte général est difficile. Depuis la création du pacte du pouvoir de vivre, ce collectif dénonce la verticalité, le climat d'hostilité. La relation avec le gouvernement est difficile, les portes se ferment, mais pas seulement avec le gouvernement, les groupes parlementaires, les partis politiques, les élus à l'exception notable, on pourra en parler peut-être tout à l'heure de la donne locale, de certains élus locaux. Donc ça, c'est une difficulté peut-être qui explique le contexte. Ensuite, on a vu moi j'ai rencontré notamment d'autres spécialistes du plaidoyer et certains développaient un point de vue critique en disant le pacte il est trop downtown, ça tombe du haut vers le bas, c'est un peu comme une tribune, on écrit une tribune et puis après quid? Je pense que vous connaissez tous le cimetière des tribunes. On écrit sa tribune, ça fait plaisir, mais si on ne la fait pas vivre, ça ne fait pas avancer le schlemlik, comme on dit. Donc cette personne pointait quelle était la sensibilisation. Donc on compte 60 organisations membres, mais dans quelle mesure ces organisations membres ont fait vivre ces propositions en interne, dans leur réseau. Parce que c'est gigantesque dans beaucoup d'associations, mais c'est des milliers, des dizaines de milliers de bénévoles. Après, en externe, on a bien vu qu'il y avait un manque de relais, mais dans un contexte saturé au niveau médiatique, mais un manque de relais médiatique, du plaidoyer, des moyens. Ensuite, dans le cadre de l'enquête, c'est un troisième point qui peut peut-être expliquer les difficultés. Donc, on a 60 organisations. Voilà, en 2024, on a 16 propositions. Eh bien, au niveau du pacte, certaines organisations membres ont dit, voilà, on a 16 propositions, maintenant allons interpeller les acteurs politiques. Et ça fait l'objet d'un, semble-t-il, moi j'y étais pas, mais d'un débat interne. Et finalement, la décision a été de dire on reste en retrait, une espèce de prudence. Donc de ne pas vouloir entrer dans ce jeu politique. Mais du coup, c'est un frein enfin voilà, c'est un frein à l'action collective. Comment s'emparer de l'espace politique? Et un quatrième point qui revient, et que d'ailleurs les responsables du pacte aussi abordent dans notre numéro de la revue Projet, c'est que les idées d'extrême droite progressent au niveau de la société, mais y compris au sein de certaines organisations membres du pacte du pouvoir de vivre. Donc ça, c'est un élément nouveau. On voit que la société civile est perméable aux idées et que finalement, c'est un espace de mixité. Mais voilà, donc pour une organisation membre, du coup, et pour un collectif, c'est difficile de monter au créneau. Donc j'ai envie de dire, pour peut-être pas conclure, mais lancer le débat, la situation est paradoxale. Nous avons cette puissance potentielle du pacte, sa légitimité sans conteste. En l'occurrence, on avait même un duo, le pacte et l'AES.
Mais l'impact auprès des acteurs politiques n'est sans doute pas à la hauteur. Et on note aussi un déficit de notoriété du pacte dans la sphère publique en général. Difficile hein, d'expliquer, certains vont dire une espèce peut-être de timidité, un rapport distant aux politiques. Il y aurait sans doute d'autres hypothèses, questions à soulever. Hein. On a en présence de grosses organisations, certaines sont anciennes, peut-être vieillissantes. On est peut-être trop dans l'entre-soi, trop à Paris. Parfois, certaines, dans le domaine écolo ou même social, on a un rapport aux politiques qui n'est pas facile. Enfin, moi, j'ai vu une grosse association qui lutte contre la pauvreté. Les bénévoles, tous les ans, vont au moins une fois par an voir le maire. Mais bon, enfin, ça reste très convenu. Moi, c'est vrai que bon, bah, le monde change. On voit que c'est un défi pour le pacte. Parmi nos questions, on demandait toujours avez-vous tiré des leçons des Gilets jaunes? Et en fait, on voit qu'auprès de ces grosses associations, bah, on est dans l'œil du cyclone et qu'il n'y avait pas vraiment de leçons. Donc, je pense que c'est un enjeu stratégique. On le ressent bien au cours des entretiens. Parce que a priori, donc parmi les horizons stratégiques du pacte pour 2027, c'est empêcher l'arrivée de l'extrême droite. Mais à plus forte raison, aujourd'hui, dans ce contexte de vide politique, de crise sans précédent, voilà, le défi est posé. Dans le cadre de nos entretiens, quand même, plusieurs interlocuteurs ont parlé d'un tournant. On se trouve à la croisée des chemins. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Mais ce qu'on a pu voir aussi en menant ces entretiens, plus le temps avance et plus le pacte s'améliore. Donc tout à l'heure, on pourra prolonger par vos questions, vos remarques, etc. Et là, si vous voulez, j'ai encore 5-10 minutes peut-être. J'hésitais. Donc on a 4 entrées. Donc soit je parle de la montée de l'extrême droite ou alors la tension compromis radicalité. Mais je propose de dire un petit mot sur cette tension compromis-radicalité, parce que dans le cadre de nos entretiens, c'est un dilemme stratégique qui revient de manière récurrente. Voilà, est-ce qu'il faut poursuivre notre voie plutôt compromis ou assumer une stratégie plus offensive? Cette dialectique compromis-radicalité, elle n'est pas nouvelle, mais elle a une acuité particulière, ben, pour plusieurs raisons. Hein. Vous connaissez comme moi le contexte. On voit bien que les mécanismes traditionnels sont moins productifs quand on regarde la Convention citoyenne pour le climat, les retraites. Le résultat n'est pas vraiment pour le moment encourageant. Et inversement, le mouvement des Gilets jaunes semble avoir obtenu plus de concessions du gouvernement. Ensuite, pour notamment le pacte ou beaucoup de collectifs organisés, on voit bien que les discours nuancés, mesurés, complexes, on a du mal à les faire passer face à une simplification radicale. Les réseaux sociaux où les propos sont souvent outranciers, clivants. Voilà. Et puis à nouveau, on a ce contexte de marginalisation des corps intermédiaires et de rétrécissement de l'espace civique. Donc cette question compromis-radicalité se pose. Dans le cadre des entretiens, pour aller très vite, on a 3 tendances qui se dégagent. Donc certaines organisations estiment le compromis reste notre méthode privilégiée. À l'opposé, on a un certain nombre de personnes qui nous ont dit ben non, 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 notamment dans le domaine écologique ou certains jeunes, il faut se tourner vers la désobéissance non violente. Samedi, je faisais une conférence là et certains me disaient il faut se tourner vers une désobéissance tranquille. On voit que ce n'est pas dans la culture des associations ou des organisations concernées. Et après, une troisième tendance se dégage et qui mérite, qui est vraiment intéressante et importante, ben, c'est tout simplement le rejet de cette opposition trop simpliste, compromis-radicalité. Et notamment, on a un papier aussi du président du CESE, la Thierry Baudet, qui dit que c'est une opposition stérile. Dans le cadre de nos échanges, parce qu'on essaie de privilégier les exemples concrets, on voit bien qu'aujourd'hui, on est plus dans la complémentarité en fonction du rapport de force, des temporalités, des domaines d'action, etc. Après, suivant les domaines d'action, évidemment, migration, écologie, compromis, radicalité, ça se pose différemment. Je crois en tout cas, ce qui est intéressant derrière cette question, c'est qu'il y a un enjeu démocratique qui se pose. La démocratie, c'est pas que des institutions, c'est pas qu'un droit de vote, c'est la culture du dialogue, mais c'est aussi cette question de la confrontation, les oppositions. On est souvent alors dans un rapport asymétrique. Hein. Vous savez, quand on fait du plaidoyer à Bruxelles, on est souvent sur un rapport 1 à 100 quand on se trouve devant les entreprises du CAC 40 notamment. Mais vous verrez, dans notre dossier, moi j'ai interviewé un des responsables de HOP, HALT à l'obsolescence programmée, une petite association constituée par une bande de potes, ils se sont connus en fac, après dans les ministères,
et ils ont réussi à faire bouger les normes, en plus, donc face sur la programmation programmée de nos appareils ménagers. Donc on peut faire bouger les lignes. Donc je dirais que sur cette tension compromis-radicalité, ben, il n'y a pas de réponse univoque. Et au contraire, l'enquête montre très bien qu'on assiste à une sophistication des stratégies. Et là, je veux dire un petit mot. Alors, je suis un tunnel, je vous laisse peut-être pas respirer, mais vous pourrez trouver sur Internet, et encore mieux en commandant le papier, un exemplaire papier, les conditions d'efficacité. Je crois que c'est important, et finalement, de soulever cette question, ça permet d'ouvrir un peu le champ et de montrer que de ne pas rester à cette tension. Alors, dans mon papier, je commence par une précaution méthodologique. C'est dur, on a une mosaïque d'exemples. C'est bien de comparer ce qui est comparable. C'est, voilà, malgré ses limites, moi j'ai essayé de dégager 6 clés pour peser dans le champ politique. Un premier levier majeur, c'est la capacité de la société civile à faire coïncider ses propositions avec l'agenda politique. Bon, il faut anticiper. Ça va un peu de soi, mais bon, c'est le fait d'aligner ces conditions qu'on va voir quelque chose se dégager. Là, à chaque fois, j'ai un exemple, mais je ne peux pas le faire là, comme le temps est limité. La capacité aussi de la société civile à se rassembler, à se structurer. Bon, ça, c'est pas nouveau en sociologie des mobilisations, mais c'est absolument essentiel. Donc, faire un collectif, et puis en plus, par exemple, la campagne contre les pesticides, si on a un message clair, mobilisateur, ben, on peut mobiliser largement. Un troisième élément, on voit aujourd'hui, pour peser dans le champ politique, ben, il faut convoquer l'expertise et le professionnalisme. Mais ce qui est intéressant, dans le cadre de nos enquêtes, même des petits collectifs avec peu de moyens, comme la défense animale, et ils ont réussi à faire avancer la cause avec des vidéos, mobilisation numérique, une rigueur juridique. Autre élément important, c'est le temps long, la pugnacité. Il faut aller au-delà des mandats politiques. Le temps citoyen s'inscrit dans le temps. Enfin voilà, donc compromis radicalité, faire de la radicalité sur l'écologie alors qu'on sait que le changement s'inscrit au minimum sur 20-30 ans. Voilà, il faut conjuguer les choses. Ce qu'on voit aussi dans le cadre de notre enquête, c'est l'expérimentation sociale. On pourra revenir, mais certaines associations sont dans le domaine de l'expérimentation sociale. Je pense à Territoire Zéro Chômeur, qui a contribué à faire des alliances insolites en interpellant des acteurs politiques et économiques. Après, ce qu'on voit dans le cadre de nos échanges, c'est que le juridique aujourd'hui est un élément important. Face à l'échec du dialogue, les portes se ferment, ben on se tourne vers le procès, la jurisprudence. Donc aujourd'hui, voilà, on est plus dans une combinaison d'un répertoire d'actions, on a plusieurs registres qui ne s'excluent pas, c'est une plasticité, voilà. Et je terminerai, avant de vous laisser la parole, malheureusement, soyons lucides, conscients, c'est que ce n'est pas seulement la force des convictions, la justesse de la cause qui va permettre de gagner, il faut prendre en compte les nombreux obstacles qui peuvent être structurels et conjoncturels. Donc l'efficacité, capacité à mobiliser, mais surtout l'efficacité, je crois que c'est la capacité à surmonter ou à détourner les obstacles. Et donc la force de la société civile, ben, c'est le courage politique et l'art de se frayer un chemin là où tout semble verrouillé. Et en fait, quelque chose qui apparaît assez clairement, j'ai interviewé aussi Victoire Populaire, ex-primaire populaire, eux, ils disaient que finalement, bah, d'abord, la société civile, il faut qu'elle monte au créneau. Si ce n'est pas elle, c'est d'autres qui le feront. Et on n'est pas sûr que les droits des migrants, la lutte contre la pauvreté et l'écologie avancent. Mais ils disaient que dans leur combat, et aujourd'hui on a bien vu dans les différents exemples, c'est que non seulement il faut avoir une campagne, contrer les obstacles, mais il faut trouver la brèche, il faut trouver la fenêtre d'opportunité, les interstices. Voilà. Et peut-être en ce sens, aujourd'hui, on est vraiment dans ce contexte peut-être favorable en ce sens pour monter au créneau. Merci. Merci Benoît pour ce premier niveau de présentation. Donc, vous pouvez poser vos questions. Certaines personnes ont déjà commencé, mais après, entre-temps, Benoît y a répondu en partie dans le point questions-réponses. Juste deux points peut-être à approfondir rapidement, alors, en réponse concise, hein, bien sûr. Tu as parlé à la fois du chemin et du résultat. Est-ce que là, dans les enseignements qu'on peut tirer, il y a ce côté presque ce qui serait plus important, et notamment au niveau des groupes locaux, c'est que les associations puissent travailler ensemble, se connaître, faire des choses. Et c'est pas tant le résultat final que voilà, que ça, parce que en cas de vent très mauvais ou contraire, eh bien, ce sera intéressant qu'on puisse se connaître. Est-ce que ça, c'est des points qui ont été soulevés? Et la deuxième, est-ce que
c'est un peu dans ce que enfin, du coup, dans, la fin de ton intervention, je pense que ça peut susciter une réponse qui est: est-ce que en fait, on ne dépend pas trop, la société civile en général, le pacte, en particulier, du bon vouloir du politique, en fait? Est-ce que, notre place ne dépend pas trop, d'un volontarisme ou pas justement, du politique, au sens, politique politicienne, de donner une place à la société civile? Et si c'est le cas, comment on inverse ça, quoi? Merci. Donc idéalement, il faudrait que je sois avec mes Brigitte de Sciences Po, Damien qui est sociologue à Paris 8, Daniel qui a travaillé toute sa vie au milieu associatif et notre ami spécialiste de Charles Taylor. Donc à chaud, moi je vais essayer d'apporter un peu les choses, quelques bribes de réponse, le chemin et le résultat. Alors moi, déjà à titre personnel, je m'investis à la tâche, pas au résultat. Enfin, c'est ma philosophie. Je fais de mon mieux. Voilà, même pour préparer ce matin, cette matinée, j'ai fait encore travailler mes fiches hier. Je crois que c'est important de distinguer les deux pour pas se décourager. Il faut acter quand même que le contexte est dur et que la peur a changé de camp. Donc parfois, là même, on a des interlocuteurs qui nous ont dit le pacte du pouvoir de vivre est ou va devenir un espace refuge. Donc à un moment, je l'ai un peu dit, hein, l'enjeu interne-externe, en tout cas sur ce travail magnifique et incroyable entre le champ social et écologique, enfin dans mon article, j'en parle longuement. Et donc là, il y a un chemin qui est fondamental pour la société et pour l'avenir de l'humanité, enfin, de dépasser nos grilles de lecture, nos catégories rigides. Le résultat, de toute façon, une campagne n'est jamais totalement négative et jamais totalement positive. Et puis hier soir, je lisais le journal d'Amnesty, est-ce que je l'ai là? Enfin voilà, les associations ne se rendent pas compte et elles sont parfois trop modestes. Mais elles font un travail au quotidien. Là, il y a une loi qui élève le niveau de français permettant aux étrangers d'accéder à un titre de séjour long. Bon, enfin voilà. Donc maintenant, il y a moins d'argent pour allouer pour la formation aux Français. Et enfin, on voit que le contexte continue de se durcir. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a la Fédération des acteurs sociaux, Secours catholique, enfin, il y a un collectif d'associations qui bataille là actuellement dans l'ombre, on ne le voit pas. Après, le bon vouloir politique, voilà, il faut pas, on va en parler, hein, mais ouais. Alors attendez, là j'avais des petits éléments, je sais plus où j'ai. Euh, Là je crois que je vais le dire maintenant quand même, le bon pouvoir politique. On voit bien, on est en pleine recomposition du champ politique, un défritement des partis traditionnels, une montée des partis et des idées d'extrême droite. Voilà, et puis chacun a son dossier, etc. Mais ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est que notre combat, fondamentalement, il est d'ordre démocratique. Euh, et donc, je pourrais citer des exemples, enfin voilà, et donc il faut trouver des alliés. Mais il faut y aller, j'ai envie de dire. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, parce que finalement, en relisant le dossier, j'ai vu qu'on s'appuyait sur trois auteurs, Montesquieu, Tocqueville et Lefort. Mais j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent et les gens qui vont se mobiliser cet après-midi, les semaines et mois qui viennent, on est au cœur de cette dynamique de la démocratie, d'une démocratie représentative en crise. Mais appuyons-nous sur Montesquieu. Montesquieu, enfin vous vous souvenez quand même, Montesquieu suppose que la démocratie suppose la séparation des pouvoirs. Mais ce qui est intéressant, c'est que il considère aussi que la démocratie suppose la présence de contre-pouvoirs. C'est nécessaire au 18e. C'est incroyable. J'ai revisité le château de Montesquieu à la Brède. Quand on revoit son œuvre, il était très lucide qu'une personne en situation de responsabilité, assez vite, elle peut déraper, il y a des écueils. Donc, il dit il faut absolument du contre-pouvoir. Donc voilà, on ne va pas attendre le bon vouloir des politiques, on est légitime et on a la société civile doit jouer ce rôle. Tocqueville, au 19e, un grand philosophe, il dit que s'associer, se réunir, c'est réunir des volontés individuelles pour défendre une conviction commune, défendre une conviction commune. Et Claude Defort, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un philosophe contemporain qui est mort il y a peu de temps, mais qui était un spécialiste du totalitarisme et de la démocratie. Malheureusement, il faut reprendre ces tensions. Et il le répète inlassablement, la démocratie, c'est précisément faire advenir la différence, faire émerger les sources de désaccord. Et donc, je crois que voilà, par rapport à la question du bon vouloir, la société civile organisée, l'objet que nous avons choisi,
n'a pas vocation à prendre le pouvoir, mais elle a une légitimité forte pour peser autrement sur les acteurs politiques. Donc, à mon avis, sur la base de notre enquête et les lectures, enfin moi j'ai travaillé 15 ans aussi à Amnesty International, on a besoin, à plus forte raison dans le contexte d'aujourd'hui, d'une société civile pour porter et produire des consensus, mais aussi pour renseigner et scénariser les dissensus. N'ayons pas peur, c'est pas négatif. Et là, la société civile a un rôle fabuleux à assumer, assumer et scénariser les dissensus. Je pense en tout cas, et j'ai senti auprès d'un certain nombre d'acteurs, d'actrices rencontrés dans le cadre de notre enquête, il y a vraiment une volonté de la part de certains d'assumer un rôle politique plus ferme. Enfin, et en ce sens-là, la société civile apparaît comme un élément central du renouveau démocratique. Je rebondis juste, parce qu'il y a pas mal de questions que je synthétise en une sur le danger de l'arrivée. Alors, on a parlé de la montée des idées d'extrême droite, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, le rôle de la société civile, je dirais, avant et après. Est-ce que ça a été traité, évoqué dans la revue? Alors, tu en as parlé quelques fois, mais est-ce qu'il y a un zoom qui a été fait dans les entretiens sur, le rapport que pouvaient avoir les organisations avec à l'extrême droite, et notamment quand on dit les organisations, on parle d'hommes et de femmes, de militants, de bénévoles, donc c'est pas une entité, c'est pas juste personne morale, en fait, c'est ce que les gens regroupent. Donc on sait qu'il y a des tensions là dans les organisations par rapport à ça. Comment ça a été évoqué? Et après, s'ils arrivent au pouvoir, c'est quoi la société civile avec une extrême droite au pouvoir? Qu'on va tout faire pour éviter, je rajoute quand même le petit. Oui, ben, comme c'est un des objectifs du pacte, hein, se mobiliser. C'est ça, voilà. Voilà. Donc, naturellement, dans le cadre de notre enquête, c'est une question centrale. Nos échanges duraient environ 1h30, hein, parfois 2 heures. Euh, ben, pourquoi c'est une question centrale? Parce qu'on est face à une nouvelle donne, hein. Excusez-moi de rappeler les chiffres, mais si on prend le Rassemblement national, en l'espace de 7 ans, entre les législatives de 2017, 22, 24, le nombre des électeurs du RN a plus que triplé. Par ailleurs, vous le savez, il faut le rappeler, le profil s'est aussi diversifié. On n'a pas que des catégories populaires. On a un très bon papier à ce sujet dans notre dossier de Luc Rouban, ce que signifie le vote RN. On voit que derrière, il y a un sentiment d'abandon, déclassement, enfin, il y a une crise profonde. Je parle du RN, on pourrait parler de Reconquête, on pourrait aussi parler de M. Retailleau, hein, qui porte une essentialisation des étrangers. Donc la question qui se pose pour la société civile organisée, sensible aux questions sociales, écologiques, démocratiques, c'est où met le curseur? Est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser? Donc, parmi les responsables associatifs, syndicaux rencontrés, l'extrême droite est aujourd'hui presque unanimement perçue comme une menace. On observe cependant des écarts dans l'intensité et la formulation la manière de se situer selon l'organisation, son histoire, sa taille, ses territoires, ses domaines d'engagement. Là, si vous voulez, je ne vais pas faire une typologie, mais on a un certain nombre d'organisations, donc même beaucoup, pour qui l'extrême droite est clairement dénoncée comme une menace et qui touche au fondement même du modèle démocratique. Enfin, notamment au PAC, j'ai plusieurs personnes qui nous ont dit on ne parle pas avec ceux qui attaquent les fondements même de l'égalité, la solidarité, la démocratie. Donc une grande majorité de représentants de la société civile organisée ne dialoguent pas avec les élus. C'est une posture morale, voilà. Cela dit, il faut absolument distinguer les élus des électeurs. Bien entendu, beaucoup de ces organisations font un gros travail à la base pour essayer de créer des espaces pour dialoguer avec les électeurs ou électeurs potentiels. Maintenant, voilà, ça c'est une posture qui se dégage clairement. Je vais vous citer, et vous n'ignorerez pas, mais parfois une posture plus ou moins ambivalente. Déjà, au niveau lexical, on est souvent en présence d'un flou lexical dans la manière de désigner les extrêmes droites. On sent qu'il y a une sorte de prudence, voire de frilosité. On nomme sans désigner, on rejette sans polariser. Après, ça revient assez souvent, et en particulier dans le cas d'un échange anonyme, on nous dit, d'accord, se mobiliser contre les idées et les partis d'extrême droite, mais quid de l'extrême gauche? Donc certaines organisations se mettent sur un pied d'égalité, le RN et les filles. Mais c'est, bon voilà, certains, mais sont minoritaires. D'autres ne mettent pas sur le pied d'égalité, mais dénoncent les méthodes et l'exercice du pouvoir des insoumis, en disant cette façon de procéder, c'est toxique. Et dans notre dossier,
on revient sur un épisode où, de fait, ça crée des tensions. Certaines organisations sont rencontrées ou observées, on a bien vu qu'elles évitent de prendre une position publique en interne ou en externe. Ou alors, elles le font en adhérant à un collectif. Tout ça pour des raisons de cohésion interne, de complexité du terrain. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a dans son rang des bénévoles, des personnes en situation précaire qui votent pour le RN, voilà, c'est un imbroglio à leurs yeux. Ce qu'on a remarqué aussi par rapport à la montée des idées des partis d'extrême droite, certains posent la question, peut-on refuser le dialogue avec les élus d'extrême droite sans perdre la capacité d'agir localement? Est-ce qu'on va pouvoir agir sans interlocuteur? Nous, on a préparé notre dossier 6 mois avant les municipales, mais voilà, on sentait que c'était présent. D'autres, autrement, développent une posture très pragmatique. L'accent est mis sur le dialogue interne, la pédagogie. Il faut mettre des mots sur nos désaccords. Donc voilà les éléments de notre enquête à ce stade. Je ne sais pas si on n'a pas de solution, on n'invente pas grand-chose, mais peut-être on clarifie un peu des choses. On voit que les organisations, en tout cas, déploient un éventail de tactiques face à la montée des extrêmes droites. Si elles s'accordent sur l'essentiel, se tenir à distance, ça ne suffit plus. Mais pour autant, le curseur ou la ligne rouge est parfois difficile à aborder, difficile à trancher. Donc on est, en tout cas, au moment de l'enquête, début d'année, on était dans un espace de tension partagée, mais traversé par la même tension, mais divisé sur la manière d'y répondre. Ouais. Je pense quand même, malgré tout, et aujourd'hui à plus forte raison, un constat se dessine, c'est la nécessité d'élaborer un positionnement plus clair, mais qui, pour le moment, reste adaptable. Donc, il n'y a pas de ligne uniforme pour le moment. Merci, on a plus pardon, que 5 minutes. Une autre question que je retrouve à plusieurs reprises, enfin, il y en a deux qu'on peut retrouver à plusieurs reprises. Un, c'est la question de nos organisations, enfin celles en tout cas, celles qui sont membres du pacte, sur leur modalité de mobilisation, d'action. Est-ce que elles ont du mal à est-ce que tu as l'impression, et en tout cas, est-ce que dans les entretiens que tu as eus, tu as l'impression qu'il y a une difficulté aussi à se réinventer, à s'adapter à des contextes qui sont mouvants, ou est-ce que, en gros, c'est une force ou une faiblesse d'être autant de grosses organisations, tu l'as dit, parmi les plus importantes de la société civile. On se dit comment intuitivement que c'est une force. Est-ce que ça peut être aussi une faiblesse, notamment sur la capacité à avancer, à aller vite, etc. Donc c'est un point. Et sur le rapport avec les partis, il y a des questions aussi par rapport à ça. C'est est-ce que dans les échanges que tu as eus, pardon, enfin pas que toi d'ailleurs, que vous avez eu dans le cadre de ces entretiens, il y a cette idée qu'il faudrait davantage d'échanges avec notamment les partis politiques. Là, je parle aussi au niveau local, hein, soit avec les élus, soit avec les partis politiques. Est-ce que cette culture-là, elle est à développer, ou, comme tu disais, à un moment, est-ce qu'il vaut mieux pas, est-ce que certains sont pas plutôt dans un mode on prend nos distances? Et donc, tu n'as plus que 4 minutes pour répondre à cette question. Sur la base de l'enquête, mais là, je suis désolé, c'est aussi mon opinion. Je pense que voilà, c'est un engagement politique non partisan. On essaye de garder cette ligne, mais il faut rentrer dans la sphère politique. Il faut réhabiliter le politique. On ne peut pas être que contre, même s'il est malade, mais au contraire. Mais voilà, mais le problème, c'est qu'aussi bien pour les citoyens, les acteurs politiques, on dénigre. Et en France, c'est historique cette méfiance vis-à-vis de la société civile. On a quelque chose de très centralisé. Mais je pense qu'il faut, non, non, il faut l'investir à plus forte raison, vu le contexte en France et à l'étranger. Enfin, vous verrez dans la revue, il y a une citation, une interview de Cécile de l'Oxfam, Cécile Duflot. Elle a cette vision mondiale. Enfin, elle voit bien ce qui se passe au Brésil, en Inde, aux États-Unis. La situation est grave. Enfin, si vous voulez, enfin, comme vous, hein, moi j'ai travaillé 15 ans à Amnesty, j'ai fait une thèse au Rwanda. Ma météo intérieure, je suis inquiet parce que la violence est omniprésente. Et on sait que la violence, elle est contagieuse, elle suscite l'intérêt, elle fascine, elle sidère. Mais moi, j'ai appris sur les violences extrêmes ce que dit Clausewitz, la violence, elle fonctionne comme un cheval en furie. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore. On est dans ce contexte. Donc, absolument, on ne peut pas rester dans l'entre-soi, on ne peut pas rester dans notre sphère associative avec nos fichiers de donateurs, de bénévoles. On est là au service d'une cause, servir l'intérêt général, et il faut mettre carte sur table, et il faut sortir de nos couloirs de nage. Enfin, il n'y a pas une société civile organisée, il n'y a pas une société informelle.
C'est pas bloquons tout, c'est débloquons tous ensemble. Enfin, moi, j'irais plutôt dans ce sens-là. Et par exemple, au niveau local, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais alors là, pour nous, hein, je le dis au nom de mes collègues, on a eu beaucoup de chance de mener cette série d'entretiens parce qu'on a rencontré des gens super courageux, souvent fatigués. Et au niveau local, il y a un vrai boulot, mais il y a des défis également. Mais par exemple, au niveau local, on a une très belle analyse de Yannick Blanc, qui est directeur de la Fonda. Au niveau local, dit-il, l'élu local est aujourd'hui parfaitement conscient que sa capacité d'action est étroitement dépendante de la qualité de ses relations avec la société civile. Donc voilà, on le voit depuis le Covid, en plus qu'il faut articuler, mieux articuler le local et le national. Et on voit bien que dans ce contexte de simplification, on a besoin de prendre en compte cette complexité. Donc non, il ne faut pas se décourager. Alors comme c'est fini, moi j'aime bien terminer parce que nous, en sociologie, on a deux grands paradigmes, la dimension individuelle, collective. Vu le contexte, j'ai envie de dire, prenez soin de vous. Enfin, je pense à la citation de Nietzsche, il faut une petite musique en soi pour faire danser le monde. Donc aujourd'hui, le changement social passe aussi par le changement de soi et il faut, je crois, dans ce contexte, il va falloir avoir des points d'appui, des espaces de ressourcement. Après, le collectif, il est essentiel, mais soyons conscients que s'il y a une vitalité associative, bah, c'est surtout dans le domaine sportif où voilà, ceux et celles qui s'intéressent à un changement de société sont minoritaires, voire ultra minoritaires. Mais bon, voilà, il va falloir tenir au niveau local, etc. Mais à nouveau, nous, on a fait donc cette enquête et il se dégage, ben, je finirai quand même aussi par la capacité d'innovation de la société civile. L'enquête montre, et ça passe en dehors des radars politiques, médiatiques, mais l'enquête met en avant la mobilisation par le bas. Aujourd'hui, des citoyens, citoyennes, des personnes directement concernées par la précarité deviennent acteurs du changement. C'est ce qu'on appelle l'empowerment. Mais ce n'est pas qu'un slogan américain. On voit qu'il y a des choses. Je vous ai dit, certaines associations se concentrent sur l'innovation sociale avec des alliances improbables. Je vais simplement évoquer le croisement des savoirs. C'est incroyable. Aujourd'hui, ceux qui savent, voilà, c'est les grandes écoles, les politiques ou l'académique. Mais le croisement des savoirs, c'est de se dire, il y a des professionnels, il y a des académiques, mais prenons au sérieux le savoir des gens en galère. Eh bien ça produit de la connaissance, ça avance. Voilà. Donc, oui, je sais que c'est difficile, mais la société civile a cette capacité à conjuguer une dynamique bénévole qu'il faut former, accompagner, une professionnalisation croissante, et ça, c'est un beau visage de la société. Et appuyons-nous là-dessus bah, pour monter au créneau, continuer, continuer. Et puis évidemment, je vous invite à lire la revue. Moi, j'ai été surpris parce qu'elle fait une centaine de pages. Je l'ai résumé en 10 pages. Volontairement, je ne suis pas passé par l'IA parce que je voulais travailler. Ça m'a pris du temps, mais je crois que dans ce contexte, si on veut tenir, il faut se former en lisant ça ou en faisant autre chose ou en partageant maintenant un café avec votre collègue et surtout avec les gens a priori avec qui vous n'êtes pas d'accord. Merci.